Très bien, merci beaucoup. Donc, je suis très heureux d'être invité comme vedette renversante. Vous allez voir pourquoi, pour cette rentrée à l'Université de Mons. Donc, le programme qu'on vous propose avec Sébastien, qui a été présenté comme un de mes fans, parce que vous allez voir un peu ce qu'il a fait suite à ce qu'il a vu de ce que je faisais, me permet de dire déjà dès le départ que tout ce que vous allez voir et que je vais vous présenter en très peu de temps va vous paraître peut-être incroyable, mais tout est vrai. Et surtout, comme on dit parfois dans des émissions de télévision, ne reproduisez surtout pas ça chez vous, ni dans vos classes. Donc, vous pouvez vous en inspirer, mais il ne faut surtout pas le recopier. Moi-même, je ne me recopie pas. Donc, le programme qu'on a prévu, c'est assez dynamique. Je vais vous présenter mon expérience de classe renversée. Vous verrez un peu la différence avec une classe inversée. Et puis ensuite, on enchaînera. Donc 25 minutes. On va se tenir à 25 minutes, même si je ne pourrai pas tout détailler. Sébastien me suivra toujours dans les 25 minutes. Donc on va essayer de faire deux fois 25, ce qui nous laissera du temps pour interagir. Ce qu'on n'aura pas eu le temps de détailler, on essaiera de le transmettre pendant les questions, de manière à ce qu'on ne tue pas les gens, sachant que la durée maximale vitale d'un PowerPoint, c'est 17 minutes 32. Et qu'à partir de 19 minutes, il faut être très bon pour intéresser les gens. Voilà, donc je m'appelle Jean-Charles Caillet, je suis enseignant de génétique. Ça fait 30 ans que j'enseigne la biologie moléculaire et la génétique en médecine, en fac de sciences et autres. Et tout de suite, je vous le dis, j'adore enseigner de manière magistrale. Donc je ne suis pas du tout un frustré du cours magistral, du PowerPoint. J'adore faire cours avec les étudiants devant moi. Et donc, j'ai enseigné pendant 25 ans. Il y a donc 5 ans, ce que je vais vous montrer, ça aura 5 ans. Pendant 25 ans, un quart de siècle, j'enseignais de manière classique. Et j'ai eu envie de changer les choses, pas d'un seul coup comme ça le matin, mais à l'université, on a travaillé avec des entreprises, avec différents types de méthodes. On a appris à travailler en coworking, co-design. Donc, on s'est essayé à d'autres types de méthodes que l'enseignement magistral. Et puis, j'y trouvais de l'intérêt. Je me suis dit, pourquoi je continuerais à enseigner de manière classique à 100%, alors que je pourrais éventuellement le faire différemment. Donc, il y a 4 ans, au mois de décembre, je me suis retrouvé devant tous mes étudiants, comme à l'habitude. Ils étaient tous alignés devant moi à un cours normal, des étudiants de licence 3, baccalauréat 3. Et donc, je leur ai dit, voilà, c'est moi votre prof de génétique, et je vais vous faire cours au 2e semestre. Comment voulez-vous que je vous fasse le cours? Voilà. Et donc, au premier rang, les étudiants, souvent avec leur bloc-notes, leur stabilo, prêts à démarrer, m'ont regardé un peu plus bizarrement que d'autres. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je vous fasse cours naturellement, comme je sais le faire et comme j'aime le faire? Je vais vous envoyer 100% de ma connaissance. Vous savez, moi, le cours de génétique, je connais par cœur. Ça fait 25 ans que je redouble, donc tout ça, c'est dans ma tête. Je vous envoie 100% de ma connaissance et charge à vous de travailler, me poser des questions, m'interroger. Et moi, le jour de l'examen, vous savez, par rapport à l'établissement, je vais vérifier la nature de vos connaissances. Donc, je vais vous interroger. Et souvent, d'ailleurs, vous allez me poser des questions du genre « Est-ce que ça, c'est au programme ? Comment est-ce qu'on répond comme ci ? Faut-il savoir cela ? Pourquoi j'ai perdu 3 points ?» Enfin, bref. Donc, je leur ai dit « Est-ce que vous voulez que je vous enseigne classiquement, comme je sais le faire, ou alors de manière un peu différente ?» De manière un peu différente, certains de mes collaborateurs à l'université ont tenté plein d'expériences. Serious Game, Escape Room, carte mentale, on utilise aussi la Wiki Radio, la Web TV, des tas d'expérimentations pédagogiques, dont aussi la classe inversée. La classe inversée, très chère à Marcel Lebrun, avec qui nous travaillons, dont vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de classe inversée, et dont la version la plus simple, c'est assez simple. C'est du genre, on fait le cours à la maison, alors je vous donne tout, les documents, les livres, les CD-ROM, les liens. On fait le cours à la maison et on va faire les devoirs en classe. Comme ça, moi, dans la classe inversée, niveau 1, eh bien, je ne m'intéresserai qu'aux étudiants qui ont appris leur cours. Ça a des limites, le premier niveau de classe inversée, et même beaucoup de limites, parce que vous savez qu'un étudiant qui a du mal avec un très bon professeur en face à face, quand il est chez lui, à la bibliothèque ou avec des amis, il n'apprend pas forcément mieux. En plus, on s'aperçoit que les classes inversées, ça correspond très bien aux étudiants qui sont bons en classe normale. Et puis, le prof, lui, quand il veut vraiment avoir une classe inversée, être dynamique, et puis qu'il a seulement que 10% des étudiants qui ont travaillé ou qui ont compris ou qui s'intéressent à travailler en groupe, il est amené à refaire des remises à niveau, des mises au point, puis finalement il refait une classe normale. Donc moi, ce que je leur ai proposé, c'est une expérience. Je leur ai dit, voilà, vous savez, moi je suis chercheur en génétique, et un chercheur, c'est curieux, ça imagine des protocoles, des expériences. Moi, je vous propose une méthode que j'ai inventée pendant les vacances, et que je trouve assez sympa, même si mes collègues m'ont un peu freiné dans l'expérimentation.
C'est très simple, c'est la classe bizarre, alors je vais l'appeler le Do It Yourself. En gros, elle est facile à retenir, je ne fais plus rien à partir de maintenant, et vous faites tout. Voilà, vous faites tout de A jusqu'à Z, 100%. Alors là, il y a eu un moment d'incompréhension dans la classe, ils se sont dit, ça veut dire quoi, vous faites tout monsieur, c'est vous l'expert en génétique. Ok, moi je suis l'expert en génétique, mais j'ai qu'un seul cerveau, et même si j'étudie la génétique depuis 25 ans, vous êtes 40 à 50 étudiants, c'est ma promo, vous avez donc le double d'hémisphères, droit et gauche, vous êtes connectés, moi je peux vous apprendre, vous aider à aller chercher de l'information avec discernement, mais vous allez tout faire. Je vais être plus précis. Quand je dis que vous allez tout faire, c'est très simple. Vous allez chercher vous-même l'information. Je ne vous donne rien du tout. Ce n'est pas de la classe inversée, j'arrive comme ça, les mains dans les poches. Charge à vous de tout faire par vous-même. Niveau baccalauréat 3, baccalauréat 3, licence 3, master 1, génétique moléculaire, c'est quand même un cours très pointu. Autrement dit, c'est vous, les étudiants, ensemble, qui allez chercher les informations, les trier avec discernement, les rédiger, les organiser, monter l'iconographie, les publier, vous les dispenser, faire les cours par vous-même, vous interroger, monter les examens, écrire les barèmes, distribuer les copies, remplir les copies, ramasser les copies, corriger les copies, faire les moyennes, me ramener les notes, et moi, je vous regarde. Un semestre complet. Il y en a même un qui m'a dit « Qui sera payé là-dedans ?» J'ai dit... Nous, l'université est privée, donc les frais de scolarité sont assez élevés. J'ai dit, pour l'instant, c'est une expérience, je continue à être payé. On verra ce qui se passera par la suite. En fait, je les paye. Hein, vous allez voir, en quelques mots, l'évaluation a été transformée et on a inventé une sorte de monnaie. Une monnaie, je ne vais pas appeler ça le bitcoin de la génétique, mais une monnaie expérimentale. Donc, ils sont payés. Pour faire cela, évidemment, je leur ai expliqué pourquoi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je leur ai dit, je ne vais pas faire ça juste pour me faire plaisir ou une expérience. C'est juste pour vous responsabiliser. Après tout, moi, vous savez, je suis l'expert, le sachant. Vous, vous êtes là pour apprendre. Peut-être que je vous considère un peu trop de manière scolaire. Peut-être que l'entreprise, l'institution, vos futurs métiers, les stages attendent de vous autre chose. Beaucoup d'élèves se disent « tout ça c'est bien, mais ça sera après les études. Formez-nous d'abord et après, le monde professionnel, c'est autre chose. » En fait, ce n'est pas évident de leur expliquer que l'université, elle est déjà professionnalisante et que l'entreprise ou l'institution, la société, elle est aussi apprenante. Donc en fait, il n'y a pas un gap aussi important entre les deux mondes. Donc je leur ai dit, pourquoi perdre du temps? Je vais vous responsabiliser. Et donc, on va imaginer que je ne suis plus le professeur. Allez, je vais être provoquant. Je suis un jeune directeur général qui veut monter sa start-up. Donc on va créer une start-up, vous allez être mes collaborateurs, et le but de cette petite entreprise, ça sera de créer de la connaissance en génétique. Donc nous allons créer des chapitres, des explications en génétique moléculaire. Donc on a organisé les étudiants en équipes, je ne vais pas appeler ça des business units, mais des équipes. On a fait un casting, on a mélangé dans chaque équipe des bons, des moyens et des mauvais élèves d'un niveau académique pour éviter d'avoir les copains, les copines, certains niveaux. Il fallait que toutes les équipes travaillent de la même manière. Donc j'ai fait ça avec des collègues. On a fait des équipes de 6 à 7 étudiants, parce que 6 était le nombre d'étudiants, le nombre de personnes qu'on avait observé en entreprise quand on faisait des ateliers qui marchaient le mieux. Au-delà de 7 à 8, c'est un peu compliqué. Donc on a fait des équipes, on les a organisées. J'ai transformé complètement la salle. D'ailleurs, j'ai quitté les amphithéâtres, j'ai quitté les salles de classe. On a, la première année, colonisé un laboratoire de sciences physiques avec des plateaux. Et puis on a disposé les élèves de cette manière-là. Et donc, on a établi des règles très simples. On a dit, voilà, vous allez travailler en équipe. Dans chaque équipe, on va vous donner des responsabilités. Enfin, plutôt, vous allez choisir des responsabilités. C'est vous-même qui les choisissez. Pour éviter qu'il y ait des élèves les mains dans les poches le premier jour, je leur ai dit, moi, vous savez, j'ai besoin d'un responsable d'équipe, un responsable des textes, un responsable de l'iconographie, un responsable de la production, un responsable des questions, de manière à ce qu'ils s'engagent. Au bout de 3 à 4 semaines, à peine, même pas le tiers du semestre, ils étaient tous responsables de tous. Et depuis 4 ans, c'est exactement ce qui se passe chaque fois. Ils se répartissent des responsabilités et ensuite, ils se les partagent. Voilà, ils travaillent en équipe. La règle, c'est que le cours commence à 8 heures, pile, exact, et il se termine à 10 heures ou 11 heures. Ça peut être des séquences de 2 heures ou de 3 heures, plus aucune pause. On arrive à 8 heures pile, c'est obligatoire. On s'en va à 10 heures ou à 11 heures, mais entre les deux, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi je les oblige à être là à 8 heures? Parce qu'à 8 heures, il y a toujours une surprise. Ça, c'est un conseil que je peux donner à des profs qui veulent innover. Si vous voulez rien changer à votre méthode, créez de la surprise, créez du dynamisme, changez des séquences. Donc au lieu de faire des cours de 1 heure, une pause, 1 heure, faites des séquences de 20 minutes, 15, 20 minutes.
Ou alors commencez toujours votre cours par une surprise. Moi j'ai une trentaine d'heures de séance, trentaine d'heures de cours. Chaque cours commence par une surprise. Donc quand les élèves arrivent dans la salle, je ne vais m'occuper d'eux que les 10 premières minutes, à peine un quart d'heure, puisqu'après ils sont autonomes. Et il leur arrive toujours des choses bizarres. Je vais juste vous donner les noms, sans rentrer dans le détail. Tout ça, ça se trouve sur Internet, sur les blogs. Je leur fais faire des exercices de QCM intelligent, QCM inversé, tricherie obligatoire, tableau tournant, battle, ping-pong, karaoké. Donc ce sont des exercices qu'on a inventés. Chacun d'entre eux permet de travailler sur la connaissance et d'échanger de l'information entre les équipes. Donc les étudiants sont connectés avec leurs propres outils. Au début, j'avais imaginé une plateforme informatique, ça n'a pas marché. Je leur avais imposé des outils, ça n'a pas marché. Donc je leur ai dit, faites tout par vous-même. Ils travaillent avec leur téléphone, leur iPad, ils travaillent avec des PC, des Mac. Peut-être que l'année prochaine, ils auront des Oculus ou des Google, je ne sais quoi. Ils seront peut-être augmentés. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Et je leur fournis du matériel, de l'informatique. Ils doivent référencer ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, moi, je leur donnais le cours très bien fait, très bien préparé. Les très bons élèves n'aiment pas ça. Les très bons élèves d'un point de vue académique, ils sont tous bons les élèves, mais les élèves adaptés au système n'aiment pas ça du tout. Eux, ils veulent qu'on leur donne le contenu du cours et ne pas trop se fatiguer, ils veulent l'apprendre. Donc les étudiants vont sur Internet en équipe, et chose très bizarre, ça m'est arrivé la première année, c'est comme ça depuis 4 ans, j'ai vu apparaître pour la première fois de ma vie, au bout de 25 ans, des livres dans ma classe. Parce qu'avant, en France, en tout cas, les étudiants n'aiment pas lire. Ils ont des livres chez eux pour certains, mais ils utilisent le cours, les notes, les PowerPoint et autres. Mais au bout de 3 à 4 semaines de fatigue intellectuelle en classe, ils se sont dit, peut-être que dans les livres, la vérité est là, il n'y a qu'à la lire. Donc maintenant, les étudiants utilisent ces livres, ils utilisent même mes propres livres. Donc depuis 4 ans maintenant, ma propre bibliothèque sur un chariot est dans la salle et ils l'utilisent. Le numérique amène le papier. Le digital ramène le papier. Exactement comme on observe que le distanciel, le e-learning, le MOOC, pour devenir, je dirais, efficace, ramène le présentiel, les démarches de blend learning. Et vous verrez, ça sera une des conclusions qu'on partagera avec Sébastien, l'innovation pédagogique ramène l'académique. Plus vous êtes innovant en pédagogie, plus les étudiants, à certains moments, vous supplient, s'il vous plaît, monsieur, pendant un quart d'heure, est-ce que vous ne pouvez pas juste redevenir normal et nous expliquer un fondamental? Et là, on arrête le cours et on explique aux étudiants un point du cours fondamental pour lequel ils ont des difficultés à trouver la solution par eux-mêmes. Jamais plus d'un quart d'heure. Un quart d'heure, à peine 20 minutes, c'est le temps maximal d'attention lorsqu'ils sont tous, je dirais, intéressés par la question. On a aussi utilisé d'autres méthodes d'expression. On a utilisé des feuilles de paperboard qu'on a scotchées au mur, de manière à les faire travailler sous forme de dessin, de schéma. Ça, c'était la première année. Depuis maintenant 3 ans, on a construit des murs en Velleda, avec des plaques aimantées. On peut écrire sur les murs, les taguer. On a des tableaux sur roulettes, on peut écrire des 2 côtés. On a des plaques horizontales. On a essayé, dans nos laboratoires, des tas de façons différentes, ergonomiques, de faire travailler les étudiants. Ça paraît bête, mais un étudiant assis, un étudiant debout, un étudiant avec un plateau surélevé, un étudiant qui écrit sur le mur, 2 étudiants qui écrivent de chaque côté d'un tableau, des étudiants qui écrivent sur un tableau horizontal. Vous pouvez leur poser les mêmes questions, vous allez voir, il se passe des choses très différentes. Donc les étudiants interagissent, on travaille avec des tableaux tournants. Donc cette méthode-là, elle est assez exceptionnelle. Elle est tellement exceptionnelle. C'est une méthode, au lieu de passer un quart d'heure à expliquer à des étudiants un fondamental, c'est ce que je faisais avant, quand je m'apercevais qu'ils n'avaient pas compris la réplication de la molécule d'ADN, je les arrêtais et je leur disais, je vais vous expliquer ça pendant un quart d'heure, soyez super attentifs, parce que ça, vous l'aurez à l'examen, c'est vraiment très important. J'avais beau leur dire ça, vous savez, au bout de 10 minutes, ils n'écoutent plus. Alors, au lieu de perdre du temps devant eux au bout d'un quart d'heure, je leur dis, il y a un fondamental du cours, tout le monde doit connaître 1 + 1 = 2, comment la molécule d'ADN se réplique. Donc vous avez un quart d'heure pour dessiner au tableau, par équipe, des molécules d'ADN qui se divisent avec toutes les annotations. Et toutes les 3 minutes, je leur dis, posez vos feutres, changez de tableau, et je les oblige à continuer le même travail sur un schéma commencé par un autre groupe. Donc 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Au bout de 10 minutes, j'ai 10 tableaux, 6 tableaux devant moi, avec des molécules qui se divisent, co-construites par tous les étudiants. Et je leur dis, il ne reste plus que 5 minutes. Lequel de ces tableaux, pour vous, est le plus complet? Et lorsqu'on se met devant ce tableau, je n'ai plus qu'à leur dire, ça c'est correct, 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 c'est bon.
Il y a 2 erreurs que je corrige et il manque 2 choses que je rajoute ou qui se trouvent d'ailleurs sur un autre tableau. Une méthode assez efficace dont j'ai trouvé un peu l'idée en visitant une entreprise, parce que le professeur peut faire du benchmarking et être inspiré en allant ailleurs que dans l'entreprise. Donc on organise chez nous des ateliers pédagogiques avec des entreprises, des institutions, on regarde des façons de travailler et on s'inspire. Les tableaux tournants, par exemple, me sont venus à l'idée d'une entreprise de bricolage, alors que moi je ne bricole pas, et j'ai été copié ou imité 1 an plus tard par un centre de formation continue de pompiers belges qui ont eu cette idée, dans leur formation continue, d'utiliser la méthode. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans la référence bibliographique d'un centre de formation continue des pompiers de Belgique. Pour un généticien, c'est assez exceptionnel, puisqu'habituellement, les pompiers, quel que soit leur pays, ne font pas du benchmarking dans les laboratoires de génétique. Donc les étudiants sont devant moi, ils sont en classe, ils travaillent, et je leur ai dit, un peu pour les stimuler, savez-vous que, peut-être vos parents vous ont dit, que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Sans doute pour ça que les profs ont des connaissances, entre autres. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et donc si vous deveniez, vous, les professeurs, et moi, l'étudiant, c'est vous qui allez me faire cours. Donc les étudiants, lorsqu'ils font les cours eux-mêmes, lorsqu'ils expliquent au tableau des schémas ou des démonstrations, je me mets moi au milieu des autres et je joue le rôle de l'étudiant. Le rêve, j'allais dire, presque un lapsus révélateur. Donc je joue le rôle de l'étudiant et je leur dis, vous avez énormément de chance, parce que vous n'êtes peut-être pas des spécialistes, mais vous êtes des professeurs qui ont un multi-cerveau. Imaginez un professeur de génétique qui aurait 40 cerveaux et qui a en face de lui la promotion dont tous les profs rêvent, c'est-à-dire une promotion d'étudiants. Je suis unique étudiant, donc une promotion constituée de 100% du major de promo. Donc vous pouvez tester vos connaissances sur moi. Et donc lorsqu'ils font des démonstrations qui me conviennent, je comprends. Et lorsqu'il y a des anomalies ou des erreurs, je lève le doigt, j'ai l'air interrogatif, et je leur dis là, il y a un problème. Et donc ils m'expliquent. Ils voient très vite à mon air quand ça fonctionne ou quand ça ne fonctionne pas. Finalement, puisque je suis devenu le seul élève, il se trouve que bizarrement, dans mon université, je dois être un prof un peu bizarre parce que dans ma classe, il n'y a plus que moi qui rentre chez moi avec des devoirs à la maison. Et je n'ai plus de copies à corriger. Parce que les étudiants construisent les questions, construisent les barèmes et les testent sur moi en présentiel ou à domicile. Donc lorsque ma femme me dit « tu corriges encore des copies », je lui dis « non, je fais mes devoirs parce que demain matin, je risque d'avoir une interrogation ». Et donc je réponds et les étudiants vont me noter et m'annoter. Autrement dit, ils vont vérifier si le travail que je fais est correct. Alors mes collègues d'université, il y a 4 ans, ceux qui m'avaient dit « tu pourras jamais faire un truc comme ça », vous savez, la réaction qu'on a tous ou presque tous lorsqu'une idée originale, bonne je ne sais pas, mais une idée originale germe dans la tête de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le syndrome du « yes, but ». Oui, c'est bien, mais attends, tu peux pas leur faire confiance, c'est des étudiants, ils sont jeunes, ils vont tricher. Bah, moi, c'est pas grave, je vais organiser de la tricherie obligatoire. Donc comme ça, je n'ai plus de problème avec la tricherie, ce que je fais. Oui, mais comment ils vont travailler et puis même, il y a toujours le dernier argument qui est mais t'as pas le droit de faire ça. Donc déjà, et comment tu vas les annoter? Alors je le prends ce droit en me disant, l'innovation, finalement, c'est une désobéissance qui réussit. Voilà, on va essayer de désobéir, on va changer la règle et on va essayer d'en faire quelque chose. Je fais vraiment une différence entre la créativité et l'innovation. En une phrase très courte, la créativité, c'est avoir une idée. Individuelle ou en équipe, il y a plein de méthodes de créativité, co-design, co-working, ce que vous voulez. La créativité, c'est je vais avoir une nouvelle idée. L'innovation, c'est quand l'idée rencontre l'utilisateur, la main de l'utilisateur. Vous avez créé de la valeur, il se passe quelque chose. Donc moi, quand je suis en vacances et que je pense à ma classe Do It Yourself, ça s'appelle de la créativité. Mais quand je l'expérimente avec mes étudiants pour en faire une innovation pédagogique, un module, une approche, là, ça devient de l'innovation. Et l'innovation a une très grande différence avec le cours classique, c'est que les usagers, les étudiants sont impliqués dans le mécanisme. Autrement dit, moi, dans mon cours aujourd'hui, si vous me posez la question, j'ai toujours 20-25% de problèmes, comme avant. Mais avant, quand j'enseignais de manière normale, quand j'avais 20 à 25% de problèmes et que je posais la question aux étudiants, qu'est-ce qui ne va pas dans le cours?
vous parlez trop vite, il y a trop d'informations, on n'a pas assez de temps. C'était toujours les mêmes choses. Et quand je leur disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça s'améliore? Mais c'est à vous de faire quelque chose. C'est vous le prof, c'est vous la méthode. Alors que maintenant, avec l'innovation pédagogique, les étudiants sont impliqués dans le mouvement. C'est-à-dire que quand on a 20 à 25% de problèmes, ils prennent en charge les solutions et ils proposent des choses. Et pour cela, on a instauré en fin de cours une évaluation de l'enseignement que je trouve optimale. C'est-à-dire que les étudiants me notent, mais j'ai toujours 10 sur 20. La meilleure évaluation d'un prof, c'est 10 sur 20. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent jamais de mon cours les 5 dernières minutes sans prendre une feuille de papier et écrire en haut le moment du cours qu'ils ont préféré et en dessous le moment qu'ils ont détesté et expliquer pourquoi. Ils sont obligés d'argumenter en une phrase ou deux, pas plus. Je récupère ces feuilles et comme j'ai plus de copies à corriger, ça me prend 45 minutes à la fin de chaque cours. J'ai 1 ou 2 jours pour le faire. Je rentre ça sur un fichier Word. Ils reçoivent le verbatim de manière anonyme. Et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il y a des éléments de mécontentement partagés, ils proposent des solutions. Les évaluations permettent d'améliorer les séquences suivantes. Et en fait, j'ai toujours 40 opinions positives et j'ai toujours 40 opinions négatives. Les opinions positives, je ne m'en sers jamais. C'est bien, ils sont contents, il y a du dynamisme, de l'interaction. Les opinions négatives, elles sont d'une richesse incroyable parce qu'on travaille dessus et ça permet de faire évoluer l'innovation en question. Voilà, on a créé des tas de méthodes. Je n'aurai pas trop le temps d'expliquer celle-ci, mais on y reviendra peut-être dans le débat. On a créé, par exemple, le devoir surveillé, non surveillé, qui ne finit jamais. Et les étudiants, figurez-vous que dans cette méthode, continuent à remplir les copies alors qu'ils sont déjà corrigés, mais ils ne savent pas qu'ils sont corrigés. Donc en remplissant la copie après la correction, ils continuent à contribuer à la production du cours. On a changé la notation. J'ai arrêté les notes sur 20, parce que je trouvais que la note sur 20, ou les notes A, B, C, D, n'avaient pas trop d'intérêt, puisqu'elles notaient les étudiants à un temps donné. Et on a transformé ces notes sur 20 par des coefficients. Ce qu'en France, et peut-être en Belgique aussi, en tout cas en France, on appelait à un moment les bons points, on donnait des points aux étudiants, sauf que dans les points, il n'y a pas de maximum. Donc mes étudiants sont notés par lot de points, ce capital point qu'on a inventé, qui permet de noter les groupes de manière homogène, enfin, de manière, je dirais de manière unique. Les étudiants produisent du travail, tout le monde a le même nombre de points. Donc quand un travail est bon d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, tous les étudiants ont 30 points, 40 points, 50 points chacun. Et lorsqu'il y a des réalisations individuelles, ils ont des points individuels, mais en plus petit nombre, 2 points, 3 points, 5 points. Si bien qu'ils comprennent très vite que c'est beaucoup plus rentable d'avoir des points en groupe que d'avoir des points individuellement. Et ça me permet, ce système de points, d'une part de motiver les étudiants, parce qu'ils ne cherchent pas à avoir juste la moyenne. Lorsque j'ai 2 étudiants qui rentrent dans ma classe, s'il y en a un qui rentre dans ma classe avec 50 points et l'autre avec 60 points, celui qui a 50, il peut sortir avec 150 points, alors que le 60, il sort à 65. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut faire un bond important dans ce capital. Alors que les moyennes, avec des notes sur 20, limitaient un peu la progression des étudiants. Alors, les mots-clés, pour terminer mon intervention. Premièrement, le mot le plus important, c'est la confiance. Impossible de s'engager dans des innovations pédagogiques, classe renversée ou pas. Et vous avez compris pourquoi j'ai appelé ça la classe renversée, puisque j'ai renversé des vraies postures. Je deviens l'étudiant, je deviens le collègue, le collaborateur. Et ce n'est pas du tout la classe inversée classique de base qui ne renverse que les lieux, en fait, hein, mais pas du tout les postures. Voilà, faire confiance aux étudiants. Je dois faire confiance à mes étudiants. Les étudiants doivent me faire confiance, puisque j'ai changé l'évaluation. Et les étudiants doivent se faire confiance en eux, entre eux plutôt, parce qu'ils vont travailler ensemble avec des auto-évaluations, plusieurs systèmes. Je rajouterai même un 4e niveau, je dois peut-être essayer aussi de me faire confiance moi-même, en osant sortir de ma posture de sachant, prendre des risques, sortir d'une certaine posture de confort. Au départ, on peut penser que c'est un peu violent, mais vous verrez, avec le temps, ça devient agréable. Le deuxième point important, c'est qu'il faut lutter, quand on veut faire de l'innovation pédagogique, contre une maladie, c'est le biologiste qui vous parle, une maladie qui touche les profs, qui peut être chronique, contagieuse, qu'on appelle la programmite, qui est une maladie grave, hein, puisqu'elle fait penser au prof que s'il n'a pas dit tout ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire les 350 notions, il en aurait dit seulement que 349, eh bien il fait une faute professionnelle. Et donc à un moment donné, on charge. Moi, mes étudiants, au bout de 4 ans, 5 ans, cette année, je m'aperçois que j'ai plus le temps de leur envoyer 100% de ma connaissance, mais ils construisent par eux-mêmes 60, 70, 75% de cette connaissance qui correspond bizarrement
presque exactement à ce qu'il retenait lorsque je faisais le cours classique. Donc j'ai arrêté de perdre du temps avec toute la classe pour expliquer des notions que seuls 2 ou 3 comprennent. On évite aussi de faire travailler les étudiants seuls, donc ce n'est pas du tout un travail individuel en provoquant do it yourself, fais-le par toi-même, mais on est plutôt sur du do it with others. Essaye de travailler en équipe, en groupe, et donc avec le système de points, on note un peu plus aussi l'interaction entre les étudiants et pas seulement les acquisitions de connaissances. En fait, je me suis aussi inspiré d'un ouvrage que vous connaissez peut-être, de Salman Khan, l'inventeur de la Khan Academy, un ouvrage qui s'appelle « L'éducation réinventée ». Et dans cet ouvrage, il dit à un moment quelque chose de très intéressant, enfin, pas que à ce moment-là. Il existe une compétence qui n'est jamais évaluée avec des chiffres, des points, dans aucun système universitaire mondial, avec des mentions par exemple, et dont pourtant on sait que les entreprises, les institutions, les futurs collaborateurs ont besoin. C'est la capacité qu'a un élève à aider son camarade de classe. Et c'est bizarre parce qu'on sait qu'un élève qui aide son camarade de classe, demain matin, c'est un collaborateur qui va aider ses collaborateurs dans l'entreprise. Et dans les entretiens d'embauche, c'est jamais arrivé que quelqu'un dise « Vous savez, moi je suis mention très bien, 18,5 sur 20, dans la capacité que j'ai à aider mes camarades. » Voilà, du multi-usage, donc je travaille avec de l'informatique, on travaille avec du papier, on travaille avec des tas de méthodes, donc il faut vraiment ne pas avoir peur d'utiliser des approches multiples. Et ça, c'est ma dernière diapositive, avant de laisser la place à Sébastien. L'innovation pédagogique, c'est une sorte de transformation, ça peut être aussi une transformation. Je suis parfois considéré comme un hacker pédagogique, mais dans le sens du hacker qui va casser les règles pour en réinventer d'autres, pas dans le sens du hacker négatif. Et l'innovation pédagogique permet de faire des choses que l'enseignement académique ne permet pas. Loin de moi l'idée d'opposer les deux, parce qu'il est impossible de faire de l'innovation pédagogique si vous n'articulez pas cette démarche à l'enseignement académique. Comment vous allez travailler en réseau, en maillage? Comment moi, par cette approche, je continue à faire des séquences classiques? Comment je travaille avec mes collègues qui refusent d'innover, mais dont l'apport est essentiel? Parce que si vous avez des bons élèves avec de bonnes bases, et si vous avez des enseignants qui sont chercheurs ou avec de l'expérience, ceux-là sont capables de faire de l'innovation. On remarque aussi bizarrement que les gens qui font des innovations pédagogiques les plus incroyables, c'est souvent des gens qui aiment bien l'enseignement classique. Ça leur fait bizarre de voir quelques étudiants qui ne suivent pas le cours et ça les perturbe. Alors que l'enseignant qui a de très grosses difficultés en académique, eh bien, s'il va chercher l'innovation pédagogique juste pour résoudre un problème, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve devant des commerciaux qui lui vendent des solutions numériques et autres, et puis pour peu qu'il les utilise, il va faire de la transposition. Alors il dira, voilà, je fais de l'innovation pédagogique, mais ce qu'il fera avec des lunettes Google, des plateformes et des logiciels, c'est exactement ce qu'il faisait avant avec une craie et un tableau. Voilà, je vais laisser la parole à Sébastien, qui va prendre à peu près le même temps que moi, et puis on répondra à vos questions de manière croisée, afin d'être un peu plus interactif. Merci pour votre attention.